En 1994, un film de science-fiction est arrivé dans les salles de cinéma avec une idée que beaucoup de gens à Hollywood considéraient comme trop étrange pour réussir. Réalisé par Roland Emmerich et coécrit avec le producteur Dean Devlin, Stargate raconte l'histoire d'un ancien portail capable de transporter des êtres humains à travers des distances inimaginables vers un monde lointain gouverné par un être vénéré comme un dieu. Sur le papier, cela ressemblait au genre de concept qui aurait dû avoir du mal à trouver son public. Pourtant, contre toute attente, il a captivé l'imagination des cinéphiles du monde entier et est devenu l'une des réussites les plus surprenantes de la décennie. Ce qui a suivi a choqué l'industrie. Réalisé pour environ 55 millions de dollars, le film a rapporté près de 197 millions de dollars dans le monde et a jeté les bases d'une franchise qui continuerait à se développer pendant des années grâce à des séries télévisées, des livres, des jeux et une communauté de fans extrêmement fidèles. Mais derrière le succès au box-office se cache une collection d'histoires remarquables, d'étranges décisions de production et de moments en coulisses dont la plupart des téléspectateurs ignoraient l'existence. Certains d'entre eux sont si improbables qu'ils semblent eux-mêmes presque fictifs. Avant que Kurt Russell n'entre sur le plateau dans le rôle du colonel Jack O'Neill, il avait déjà rejeté le film à plusieurs reprises. Le plus étrange, c'est que sa décision avait très peu à voir avec le film que le public a finalement vu. Selon Dean Devlin, Russell avait accidentellement reçu une première ébauche inachevée du scénario, une version qui n'avait jamais été destinée à quitter les bureaux des scénaristes et qui n'était certainement pas destinée à être utilisée pour les décisions de casting. Il lui manquait le raffinement, la structure et le développement des personnages qui définiraient plus tard le scénario fini. Lorsque Russell a lu cette première version, il ne l'a immédiatement pas aimée. Il a vu peu de potentiel dans le matériel et a rapidement abandonné le rôle. Ensuite, les producteurs l'ont de nouveau contacté et il a de nouveau rejeté l'offre. Le processus s'est répété plusieurs fois, créant de la frustration des deux côtés, alors que personne ne se rendait compte que l'acteur et les cinéastes parlaient en réalité de deux films complètement différents. Pendant une période étonnamment longue, le malentendu a persisté. Russell recevait sans cesse des demandes de reconsidération, et à chaque fois, il continuait à donner la même réponse. Ce n'est que lorsque quelqu'un a finalement découvert qu'il n'avait jamais reçu le scénario de tournage terminé que la situation a changé. Une fois que la version appropriée lui a été livrée, tout a changé, presque immédiatement. Après avoir lu le scénario terminé, la réaction de Russell a été complètement différente. Selon Devlin, la réponse de l'acteur était proche de « Eh bien, ce n'est pas si mal ». C'était un simple commentaire, mais il a changé le cours de la production. Combiné avec un salaire déclaré de 7 millions de dollars, une somme énorme à l'époque, Russell a accepté de rejoindre le projet et a apporté un niveau de crédibilité, d'expérience et d'autorité discrète qui a contribué à définir le ton du film. Ce salaire lui-même est devenu un sujet de conversation à Hollywood. Carolco Pictures était déjà confronté à des pressions financières et certains observateurs du secteur se demandaient si un salaire aussi important était justifié. Pourtant, avec le recul, la performance de Russell est devenue l'un des points d'ancrage qui ont aidé le public à accepter la prémisse inhabituelle du film. Son portrait fondé a donné aux téléspectateurs quelqu'un de crédible à suivre dans un monde extraordinaire. L'histoire du casting de Jay Davidson était encore plus étrange, contrairement à de nombreux acteurs en compétition agressive pour les rôles principaux. Davidson n'avait que peu d'intérêt à bâtir une carrière à long terme à Hollywood. Après avoir été découvert lors d'une fête et avoir été acclamé par la critique pour sa performance inoubliable dans The Crying Game, il a trouvé l'attention soudaine écrasante. La célébrité n'était pas quelque chose qu'il souhaitait activement et revenir sous les projecteurs n'avait que très peu d'attrait. Lorsque les producteurs l'ont approché pour jouer Ra, le mystérieux dirigeant extraterrestre au centre de Stargate, Davidson a vu une opportunité de mettre fin à la conversation avant qu'elle ne commence. Il a décidé de nommer des frais si scandaleux qu'aucune production raisonnable ne l'accepterait jamais. Confiant que cette demande les ferait fuir, il a demandé 1 million de dollars. Le chiffre était intentionnellement énorme pour quelqu'un avec des crédits d'acteur limités. Davidson s'attendait à ce que les producteurs le remercient pour son temps et s'en aillent. Au lieu de cela, ils l'ont complètement surpris, en acceptant l'offre sans hésitation. La stratégie qui était censée le libérer du projet l'y avait accidentellement enfermé. Soudain, Davidson se retrouva à préparer un film qu'il n'aurait jamais vraiment imaginé réaliser. Son apparence unique, sa voix distinctive
et sa présence surnaturelle à l'écran ont finalement contribué à créer l'un des méchants les plus mémorables de la science-fiction des années 1990. Ironiquement, le rôle qu'il a tenté d'éviter est devenu l'une des performances déterminantes associées à sa carrière. La relation de James Spader avec Stargate n'était pas moins compliquée. Des années plus tard, il a ouvertement admis que sa première impression du scénario avait été extrêmement négative. Il n'avait pas seulement des inquiétudes mineures concernant le scénario. Il pensait sincèrement que c'était horrible et ne comprenait pas pourquoi quelqu'un pensait que cela fonctionnerait. Pourtant, quelque chose dans le scénario le fascinait. Ses défauts étaient si inhabituels et ses ambitions si audacieuses qu'il devint curieux de connaître les personnes derrière ce projet. Plutôt que d'écarter complètement le projet Spader, a accepté de rencontrer Roland Emmerich pour comprendre ce que le réalisateur voyait dans des éléments qui semblaient si étranges sur la page. Cette rencontre s'est avérée décisive. Emmerich a expliqué sa vision du film, décrivant le sentiment d'aventure, de mystère et d'émerveillement qu'il espérait créer. Spader est devenu intrigué par la situation dans son ensemble et a finalement accepté de jouer Daniel Jackson, l'égyptologue brillant mais socialement maladroit, dont la découverte met l'histoire en mouvement. Cependant, ses inquiétudes concernant le dialogue n'ont jamais complètement disparu. Selon Dean Devlin, des tensions sont parfois apparues pendant la production, en particulier lorsque les scènes contenaient des lignes qui, selon Spader, ne fonctionnaient pas. À un moment donné, la frustration aurait atteint un tel niveau qu'il a refusé de quitter sa caravane parce qu'il estimait que le matériel avait besoin d'être modifié avant que le tournage puisse continuer. La production s'est temporairement arrêtée. Les membres de l'équipage ont attendu tandis que les discussions se poursuivaient à huis clos. Finalement, Kurt Russell aurait décidé qu'il en avait assez vu et se serait rendu lui-même directement à la caravane de Spader. La confrontation qui a suivi est devenue l'une des histoires les plus célèbres en coulisses associées à la réalisation du film et fait toujours partie de l'histoire de Stargate à ce jour. Bien avant que Russell n'accepte officiellement le rôle du colonel Jack O'Neill, les cinéastes ont exploré plusieurs possibilités très différentes. Parmi les noms qui auraient été retenus figuraient Sean Connery et Wesley Snipes, deux acteurs dont les interprétations du personnage auraient probablement transformé tout le film. Chacun apportait un style, une énergie et une présence à l'écran complètement différents. Sean Connery en particulier est une possibilité fascinante à imaginer. Au début des années 1990, il possédait une combinaison inégalée d'autorité, de charisme et de poids émotionnel. O'Neill est un homme qui porte une profonde douleur personnelle sous un extérieur professionnel, et Connery avait certainement la capacité d'acteur pour donner vie à cette complexité. Wesley Snipes représentait une direction totalement différente. Fraîchement sorti de succès tels que New Jack City et Demolition Man, il était l'une des stars d'action les plus dynamiques de l'époque. S'il avait accepté le rôle, le personnage aurait pu évoluer vers quelque chose de bien plus énergique et agressif que la version que le public a finalement reçue de Russell. L'un des faits les plus remarquables concernant Stargate n'avait rien à voir avec le casting ou la réalisation d'un film. Cela impliquait la technologie. En 1994, Internet était encore un territoire largement inconnu du citoyen moyen. La plupart des ménages n'avaient jamais visité un site web, et de nombreuses personnes n'avaient même jamais entendu ce terme. Pourtant, Stargate est devenu le premier film de l'histoire à disposer d'un site web officiel, créé spécifiquement pour promouvoir sa sortie. À une époque où le marketing en ligne existait à peine, l'équipe de production a fait le pari d'une plateforme qui n'avait absolument pas fait ses preuves. Il pensait que l'avenir de la communication et de l'engagement du public finirait par se faire en ligne, même si très peu de gens pouvaient encore entrevoir cet avenir. Aujourd'hui, chaque film majeur est lancé avec des sites web, des campagnes sur les réseaux sociaux, des bandes annonces en ligne et des stratégies de publicité numérique valant des millions de dollars. Mais en 1994, rien de tout cela n'existait. Le site web Stargate opérait en territoire inexploré des années avant qu'Internet ne devienne un élément central de la vie quotidienne. Avec le recul, la décision semble presque prophétique. Un film sur la technologie extraterrestre avancée et les voyages interstellaires est devenu discrètement un pionnier de la promotion numérique au moment précis où Internet commençait son propre voyage vers le grand public. C'était encore un autre exemple de la façon dont Stargate s'est retrouvé à plusieurs reprises en avance sur son temps d'une manière que le public n'avait jamais réalisée en le regardant se dérouler sur grand écran.
L'histoire la plus inspirante de toutes appartient peut-être au compositeur du film. Avant d'avoir l'opportunité qui allait changer sa vie, il travaillait dans un magasin de location de vidéos entouré de films plutôt que de participer à leur création. Comme d'innombrables rêveurs de l'industrie du divertissement, il attendait une opportunité qui pourrait ne jamais se présenter. Puis cette opportunité est arrivée. Ce qui suivit deviendra l'un des tournants les plus importants de sa carrière, prouvant une fois de plus que certaines des histoires les plus remarquables liées à Stargate se sont déroulées loin des caméras. À bien des égards, le voyage derrière le film est devenu presque aussi fascinant que l'aventure qui se déroule à l'écran elle-même. David Arnold est désormais reconnu comme l'un des compositeurs de films britanniques les plus importants de sa génération, surtout connu pour avoir composé 5 films de James Bond de Tomorrow Never Dies à Quantum of Solace. Mais en 1994, lorsqu'il a été embauché pour composer Stargate, il était un quasi-inconnu de 32 ans qui avait récemment postulé pour un emploi dans un magasin de location de vidéos parce qu'il avait besoin d'argent entre 2 projets de composition. Son seul crédit cinématographique antérieur était le thriller policier britannique de 1993, The Young Americans, une production à petit budget que très peu de gens avaient vue. Ce qui a attiré l'attention d'Arnold sur l'équipe de Stargate, c'est une chaîne de connexion tortueuse qui passait par l'un des producteurs exécutifs de The Young Americans, Mario Kassar, de Canal+, et un cadre de Carolco Pictures. Sa musique de ce film précédent s'est retrouvée entre les mains d'Emmerich et d'Evelyn, et ils ont décidé de tenter leur chance avec un compositeur inconnu pour un film doté d'un budget de 55 millions de dollars. Selon Arnold lui-même, ce poste est arrivé à un moment où il ne pouvait réellement pas se permettre de continuer à travailler comme compositeur sans revenus supplémentaires. Arnold a passé des mois dans une chambre d'hôtel à écrire la partition, la révisant et l'améliorant à plusieurs reprises, alors que les retards de production allongeaient le calendrier. Le résultat fut une œuvre orchestrale de grande envergure, qui s'inspirait largement des idées musicales égyptiennes anciennes et des traditions d'aventure cinématographique. Sixième fait, les studios hollywoodiens ont rejeté le film parce qu'ils pensaient qu'il coûterait 100 millions de dollars. Avant que Stargate ne trouve son soutien financier, Emmerich et Devlin ont présenté leur concept à tous les grands studios hollywoodiens possibles. La réponse a été systématiquement négative. Les dirigeants des studios ont eu du mal à comprendre quel genre de film ils étaient proposés et ceux qui ont compris le concept l'ont rejeté pour des raisons budgétaires. L'estimation dominante dans ces salles de développement était qu'un film de cette envergure, avec son décor égyptien antique, sa technologie extraterrestre, sa planète désertique et son action à grande échelle, coûterait environ 100 millions de dollars à produire correctement. Emmerich a affirmé qu'il pourrait livrer le film pour la moitié de ce montant. Personne ne l'a cru. Hollywood n'avait alors pas l'habitude de faire confiance aux réalisateurs allemands qui n'avaient pas de blockbuster américain majeur à leur actif. Emmerich avait quitté Universal Soldier après avoir remplacé un autre réalisateur à la dernière minute. Mais ce n'était pas le genre de crédit qui inspirait confiance aux dirigeants invités à financer une aventure pyramidale extraterrestre. Le projet semblait risqué, coûteux et étrange. La percée est venue d'un canal totalement différent. Le producteur exécutif Mario Kassar, passionné d'art et de culture égyptienne, a répondu au concept avec un véritable enthousiasme et s'est joint au projet. À partir de là, la société de production française, le studio Canal+, a accepté de fournir le budget d'environ 50 millions de dollars et le film a finalement eu son feu vert. Cinquième fait. Roger Ebert l'a comparé à Ed Wood et lui a attribué une étoile. Lorsque Stargate a ouvert ses portes en octobre 1994, ce ne fut pas un succès critique. Les avis étaient au mieux mitigés et au pire hostiles. L'évaluation la plus cinglante est venue de Roger Ebert, l'un des critiques de cinéma les plus influents de l'histoire américaine, qui a attribué au film une seule étoile sur 4 et a ouvert sa critique avec une ligne si cinglante qu'elle a suivi le film depuis. Ebert a écrit que le film Ed Wood, un film réalisé sur le pire réalisateur de tous les temps, a été spécialement créé pour préparer le public à Stargate. Ce n'est pas une critique douce, c'est une démolition. Le problème central de Ebert avec Stargate était qu'il reposait sur un principe inhabituel et potentiellement fascinant, puis qu'il procédait à son exécution de la manière la plus conventionnelle et la moins inspirée imaginable. L'histoire d'anciens astronautes visitant la Terre
asservissant des populations et utilisant la technologie des trous de verre pour connecter des planètes lointaines et riches en possibilités. Ebert a estimé qu'Emmerich et Devlin ont gâché toute cette possibilité dans ce qu'il a décrit comme une fusillade entre les bons et les méchants qui aurait pu se dérouler n'importe où. Le sentiment d'émerveillement qu'exige la science-fiction était selon lui totalement absent. Quatrième fait, Djimon Hounsou est apparu dans le film, mais n'a pas été crédité par son nom complet. Djimon Hounsou est aujourd'hui reconnu comme l'un des acteurs les plus respectés de sa génération, avec des nominations aux Oscars pour In America et Blood Diamond, et un ensemble d'œuvres qui s'étend sur 2 décennies de production hollywoodienne majeure. Mais en 1994, Stargate fut l'un de ses premiers rôles importants au cinéma. Il est apparu comme Horus, un garde personnel du dieu extraterrestre Ra, une présence physiquement imposante qui ne nécessitait aucun dialogue pour communiquer une menace. C'était le genre de rôle conçu autour de l'apparence et du mouvement plutôt que du développement du personnage. Ce qui est inhabituel, c'est la façon dont la production a choisi de le créditer. Au générique du film, Hounsou apparaît simplement sous le nom de Djimon sans son nom de famille. Ce n'était pas un nom de scène qu'il avait adopté, ni une décision créative qu'il avait prise lui-même. C'est simplement la façon dont la production a choisi de le répertorier, une curieuse omission qui apparaît dans plusieurs documents officiels du casting du film. Pour un acteur qui allait livrer certaines des performances les plus puissantes sur le plan émotionnel des années 1990 et 2000, être répertorié uniquement par son prénom, dans un premier générique, semble être un signal involontaire de sa sous-évaluation au cours de ses premières années. Troisième fait, le succès du film a détruit par inadvertance sa propre société de production. L'une des ironies les plus étranges de l'histoire financière de Stargate est que le succès commercial du film était directement lié à l'effondrement de la société de production qui avait contribué à sa réalisation. Carolco Pictures, cofondée par le producteur exécutif Mario Kassar, a bâti sa réputation grâce à une série de films d'action majeurs, notamment Rambo, Total Recall, Terminator 2 et Cliffhanger. En 1994, l'entreprise connaît de graves difficultés financières. La dette s'était accumulée sur plusieurs projets et Carolco avait désespérément besoin d'un coup dur pour rester à flot. Stargate a fourni exactement ce succès en gagnant de solides retours au box-office et en générant des revenus importants. Mais Carolco, déjà en difficulté financière, a dû vendre les droits de Stargate à MGM dans le cadre d'un accord conclu en février 1994. Une partie de l'argent que Carolco a reçu de cet accord a ensuite été consacrée au financement de son prochain projet, l'aventure pirate Cutthroat Island, avec Geena Davis. Le tournage principal de ce film a commencé la même semaine que Stargate a ouvert ses portes en salle. Cutthroat Island n'a gagné qu'environ 10 millions de dollars sur un budget de près de 100 millions de dollars. À la fin de 1995, Carolco était en faillite. Les actifs restants de la société, y compris les droits sur les franchises Rambo, Total Recall, Universal Soldier et Terminator, ont été vendus aux enchères. Stargate appartenait désormais entièrement à la MGM, de sorte que le film qui a obtenu de bons résultats au box-office, qui a validé les instincts de Kassar et de l'équipe de Carolco, a fini par être parmi les dernières choses produites par la société avant de cesser d'exister. Stargate a survécu à l'effondrement de son créateur et a continué à définir une franchise. Carolco n'a pas survécu du tout. Fait 2. Emmerich et Devlin ont planifié une trilogie qui n'a jamais été réalisée. À partir du moment où Stargate a ouvert ses portes et que son succès commercial est devenu évident, Roland Emmerich et Dean Devlin ont exprimé leur intention de continuer l'histoire. Ils n'avaient pas conçu Stargate comme un film autonome. Dès le début, leur vision était une trilogie, un arc en 3 parties qui aurait élargi la mythologie du dispositif Stargate, approfondi le monde d'Abydos et poursuivi l'histoire de Daniel Jackson et des personnages qu'il avait laissés derrière lui lorsque l'équipe d'O'Neill était revenue sur Terre. James Spader et Kurt Russell auraient été enthousiastes à l'idée de revenir pour les chapitres suivants. La trilogie prévue ne s'est jamais concrétisée. Alors que les retours au box-office de Stargate arrivaient et que MGM devenait propriétaire de la propriété à la suite des difficultés financières de Carolco, un autre type de continuation commença à prendre forme. Les dirigeants de MGM ont conclu que le concept Stargate était mieux adapté à la télévision où un format sérialisé pouvait explorer la mythologie à travers plusieurs épisodes et saisons, plutôt que de la compresser en 2 films supplémentaires.
Emmerich et Devlin n'ont pas été impliqués dans cette décision, et ils n'ont eu aucune implication créative dans ce qui a suivi. Ce qui suivit fut Stargate SG, un créé en 1997 avec Richard Dean Anderson dans le rôle de Jack O'Neill. La série télévisée a duré 10 saisons et a donné naissance à 2 retombées majeures, Stargate Atlantis et Stargate Universe, ainsi que des films directement en vidéo et une série d'animation. La franchise qu'Emmerich et Devlin envisageaient comme une trilogie de films de théâtre est devenue l'une des institutions télévisuelles de science-fiction les plus anciennes de son époque. Les suites cinématographiques qu'ils avaient planifiées et jamais réalisées ont été remplacées par plus de 300 heures de télévision. Parfois, la perte du contrôle créatif produit un résultat que les créateurs originaux n'auraient jamais pu prédire. Premier fait, le film avait un véritable consultant en égyptologie et se trompait encore de façon spectaculaire. Parmi les crédits répertoriés pour Stargate figure un consultant en égyptologie, le docteur Stuart Smith, dont le rôle était de fournir à la production des bases authentiques sur l'histoire, la langue et l'iconographie de l'Égypte ancienne. Ce n'était pas un petit détail. La prémisse entière du film repose sur le fait que l'Égypte ancienne a été façonnée par des visiteurs extraterrestres et que les cinéastes voulaient créer un monde visuel et culturel enraciné dans une véritable connaissance historique plutôt que dans une fantaisie inventée. Les traductions hiéroglyphiques montrées sur la pierre de couverture du film, y compris la progression de Daniel Jackson, d'une lecture littérale grossière à une interprétation plus raffinée, ont été développées avec ce type de consultation à l'esprit. Et pourtant, la thèse centrale du film est elle-même en contradiction directe avec l'égyptologie établie. La théorie des anciens astronautes, l'idée selon laquelle les pyramides et autres monuments égyptiens antiques ont été construits ou influencés par des êtres extraterrestres, n'est pas une position archéologique marginale, sur laquelle les experts universitaires débattent encore. Il est rejeté par l'ensemble du domaine scientifique comme un concept enraciné dans une mauvaise compréhension des capacités et des réalisations humaines anciennes. Embaucher un consultant pour donner au film un aspect précis, tout en racontant une histoire qui contredit tout ce que ce consultant représente professionnellement, est une décision créative qui mérite sa propre reconnaissance. Le film n'a bien sûr pas la prétention d'être un documentaire. Il s'agit de science-fiction, et ses libertés avec l'histoire sont au cœur de ses prémices plutôt que d'erreurs fortuites. Mais la présence du Dr Smith au générique est une note de bas de page assez étrange. Un rappel que Stargate recherchait simultanément une légitimité et rejetait allègrement les fondements de la discipline à laquelle il empruntait. Les anciens Égyptiens construisaient les pyramides. Aucun portail extraterrestre n'était requis. Le fait qu'un film célébrant l'idée qu'il n'aurait pas pu le faire sans aide ait embauché un véritable expert dans le sujet qu'il contredisait est exactement le genre d'ironie merveilleuse et particulière qui fait de Stargate un morceau si fascinant de l'histoire du cinéma. Et c'est ce qui fait que ce film mérite d'être revisité 30 ans plus tard. Avec cela, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Pour profiter d'histoires plus passionnantes, cliquez maintenant sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran.